Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic. Ça y est, la guerre est déclarée, c'est enfin cette nouvelle ère de l'histoire du catch, une nouvelle page, un nouveau livre qui commence à s'écrire depuis hier soir, le 2 octobre, lorsque la AEW et la WWE présentaient face à face au même moment sur TNT pour la AEW et sur USA pour la WWE, Dynamite et NXT. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va pas forcément dans cette vidéo faire les résultats. Les résultats sont dispo sur internet, qui a battu qui, etc. À la limite, c'est secondaire. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de voir quelles sont les significations derrière certaines victoires. Qu'est-ce qu'on peut attendre de certains angles? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été mauvais? Quelles sont les grandes différences entre les deux produits? Comment les deux shows ont été gérés? Et surtout, où est-ce qu'on en est après ce premier épisode de la guerre? Alors avant qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas comme d'hab à balancer vos commentaires, vos réactions à vous par rapport à ces shows, que vous ayez regardé l'un ou l'autre ou les deux. J'espère franchement que vous avez regardé les deux, parce que tout fan de catch doit comprendre l'aspect historique de ce qui est en train de se jouer, donc n'hésitez pas à regarder les deux, au moins pour découvrir l'AEW ou NXT. Je pense qu'il y a plus de gens qui découvriraient l'AEW que NXT, mais il faut regarder les deux. Je veux dire, c'est qu'une heure et demie. Faites-le, c'est un tournant historique de l'histoire du catch. Et aussi, avant de commencer l'épisode, je dois dire que les 2 prochaines semaines, donc attendez, le 9 et le 16, le 9 et le 16, je ne pourrai pas faire de vidéo sur la Wednesday Night War NXT AEW parce que je serai au Japon, donc j'aurai ni le temps de regarder ni le temps de tourner la vidéo, mais à partir du 24, je vous ferai de nouveau mon débrief, mon analyse analyse poussée, bon, je sais pas, on s'en fout. Je vous livrerai mon analyse et ce que moi j'ai ressenti par rapport à ces deux shows NXT et AEW du 23 octobre. Donc 2 semaines de pause, 2 semaines de pause. Il y a toujours les podcasts qui vont continuer. Mais voilà, donc sans plus attendre, maintenant on va se lancer dans le vif du sujet. Alors ce premier épisode, déjà je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Quels que soient les résultats des audiences qui vont être publiés un petit peu plus tard dans la journée. Je crois que ça arrive aux alentours de 21h. Attendez. 23h, fin de soirée, 23h et minuit, un truc comme ça. Quel que soit le résultat de NXT et de Dynamite, il ne faut pas tirer de conclusion, parce que déjà, de manière historique, par exemple sur la Monday Night War, entre Raw et Nitro dans les années 90, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les podcasts sur la clinique, qui sont tournés avec Dimitri, que je salue, tous les mercredis, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la qualité des shows respectifs et la manière dont il va y avoir une influence sur les audiences de la semaine suivante ou des semaines suivantes. Des fois il y a des purges absolues, et la semaine suivante il y a une grosse audience, ou alors un très bon show, et l'audience de la semaine suivante chute de manière assez conséquente. Donc, au niveau de l'interprétation de ces chiffres, il faut faire attention. Voilà, que NXT remporte le combat haut la main, que la AEW remporte le combat haut la main, ou que les deux fassent une audience à peu près similaire, il est beaucoup trop tôt pour penser quoi que ce soit. Donc tous ceux qui vont dire « Ah je le savais, la AEW a fait 200 000 de plus » ou « Ah je le savais, NXT a fait 300 000 de plus », ça n'a aucune signification. Ça a une signification pour l'émission d'hier. La première semi-signification d'importance, on va dire, par rapport à ces audiences, c'est voir comment elles se répercutent sur la semaine suivante. Si une audience augmente, a priori, ça veut dire que les gens ont plus aimé ce produit que l'autre. Si les deux audiences augmentent, voilà, ça veut dire que c'est plutôt positif. Si les deux baissent, eh bien, ça veut dire que déjà, on est en deçà de ce qu'on était en mesure d'attendre par rapport aux personnes qui ont regardé le show comme ça, entre guillemets, par curiosité, parce que c'est nouveau, etc. Donc attention à prendre avec des pincettes, et je pense que surtout les premières vraies conclusions, elles seront à tirer d'ici la fin de l'année, ou voilà, dans 6 mois, un truc comme ça. Avant ça sert à rien de... Il faut laisser le temps aux choses de s'installer, et de vraiment, comment dirais-je... Voilà, donner vie aux 2 différents produits. Alors ces 2 différents produits, ils sont effectivement différents. Moi, la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est la différence de salle. La AEW... Alors, j'ai pris des notes pendant que j'ai regardé les shows, mais je vais pas les lire finalement, parce que je me dis que sans lire les notes, si ça vient directement de là-dedans, c'est que c'est uniquement ça qui était important, ou en tout cas, à mes yeux, quand j'ai regardé les shows. 14 129 personnes sur le show AEW, dans une très grande salle de basket, à guichet fermé, contre
Full Sail, c'est quoi? C'est 350, 400 personnes, survolté, ça c'est certain. Mais à terme, j'ai du mal à imaginer que la WWE reste à Full Sail comparé à la AEW qui va remplir des salles, pas toujours des salles de basket, des grandes salles de basket, ils vont plutôt aller dans des petites salles qui vont être entre 5, 6 et 10, 12 000 places maximum. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact, les salles? C'est intéressant parce que en regardant les deux shows, l'AEW, on a vraiment l'impression que c'est le gros show, le Major League, le show le plus important des deux. Et NXT, on a l'impression d'avoir une très bonne fédération indépendante où c'est un produit un peu underground, quoi, genre ECW de l'époque, face à la WWE ou WCW. Alors que finalement, voilà, ça inverse presque les rôles en fait. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Je sais pas, honnêtement. Alors il y a plusieurs cas de figure. Déjà au niveau des audiences. Si NXT se prend une grosse branlée niveau audience, il est très probable qu'il déplace le show assez rapidement pour se dire que l'élément sur lequel la WWE est moins bonne sur le show NXT, c'est le cadre. Parce que, voilà, a priori, niveau catch, etc., il n'y a pas grand chose à reprocher. Le meilleur match des deux shows, c'était de très très loin Adam Cole contre Matt Riddle. Donc NXT n'a pas à se soucier de la qualité de son catch, d'autant plus qu'il y a eu le retour de Finn Balor, il y a eu le retour de Tommaso Ciampa, donc on est parti pour des affrontements de très haute volée. Pas que ce soit pas le cas à la AEW, mais voilà. Pour ce qui est dans le ring, la WWE n'a pas grand chose à envier. Si ce n'est la salle. Donc s'ils se prennent une grosse branlée niveau audience, très probablement, je sais pas dans combien de temps ils seront capables de le faire, parce que ça demande une logistique particulière, il faut organiser, il faut booker les salles, etc., etc. Je pense que de toute façon, il faut qu'ils bougent de Full Sail, parce que semaine après semaine, quand les gens regardent, et ça on le voit aussi, d'une fois de plus quand on fait les podcasts de la Monday Night War, quand on regarde, en tout cas c'était surtout valable fin 95, Raw était des fois devant 1500 personnes, alors que Nitro était devant 9000 personnes. En termes de perception, on n'a pas la même chose. On a le gros truc des stars et on a l'autre petit truc émergent. Et là, ce qui est très étonnant, de nouveau, comme je disais, un peu inversion des valeurs ou de la perception, c'est que NXT, c'est le truc underground qui commence à monter et à percer. Alors que pas du tout. Donc ça va être très intéressant. Par contre, derrière, il faut voir un petit peu comment aussi ça va évoluer du côté de la AEW, parce que la AEW ne va pas toujours être sold out comme ça dans des grandes salles de basket avec 12, 13, 14 000, voire plus de personnes dans la foule, jusqu'à fin novembre. Il me semble qu'en dehors du pay-per-view du 9 novembre, qui aura lieu... J'ai déjà oublié, on s'en fout. Ah oui, Baltimore. Eh bien, ils ont booké des salles voilà, qui sont plus petites, 6, 8, 10 000 places, alors que la WWE... elle est à Full Sail, mais pour ce qui est de Raw et SmackDown, la WWE ne book pas ces salles. La WWE book systématiquement les grandes salles de basket, même si elles sont aux trois quarts vides. Donc la AEW, au moins, n'a pas les yeux plus gros que le ventre, donc ils n'essayent pas forcément de booker des grandes salles type NBA. Ils vont être dans des petites salles, mais au moins elles seront très remplies. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est pas sold out, machin, il n'y a pas de succès ». Genre si la AEW... alors semaine prochaine et les 2 semaines suivantes, hein, Boston et je ne sais plus, c'est aussi sold out. Mais voilà, plus tard, je dis n'importe quoi, un Dynamite au milieu du mois de novembre, ils vont booker une salle de 9000 places, il y aura entre guillemets que 6000 personnes, les gens vont dire « Ah bah c'est pas sold out, c'est un échec cuisant ». Absolument pas. Pourquoi? Je rappelle les chiffres, les chiffres moyens actuels de Raw et SmackDown pour l'année 2019. Donc ils bookent à chaque fois la WWE des grandes salles de basket, 12, 14, 16 000 places en termes de capacité. En Raw, en général, on tourne entre 5 et 8 000 personnes, donc moitié vide maximum, approx. Hein. Pour SmackDown, on est plutôt sur alors le plus bas, je crois que c'était 2 jours après Stomping Ground, dans l'état du Washington, où il y avait 2500 personnes pour SmackDown. Donc SmackDown, on est entre 2005 et 5000 gros maximum. Donc tout est une question de production et de salle. Et la WWE arrive à faire passer ces shows comme des énormes salles qui sont pleines alors qu'elles sont aux 3 quarts vides. Si la AEW fait des shows devant 4, 5, 6 000 personnes, c'est un succès dans la mesure où c'est ce que fait actuellement la WWE. Si NXT va dans des grandes salles,
grandes salles de basket. Alors déjà, il faut pouvoir les booker, ça aussi c'est un autre problème. Mais si NXT va dans des grandes salles de basket, combien est-ce qu'ils peuvent remplir de gens dans ces salles? Je sais pas, c'est la question que je me suis posée en me disant, bah voilà, il faut qu'ils partent de Full Sail pour concurrencer vraiment l'aspect visuel de Dynamite, mais s'ils partent de Full Sail, compliqué. Alors en termes de produits, franchement, je l'ai dit, hein, Matt Riddle, Adam Cole, c'était le meilleur match des deux shows. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire également qu'au niveau du catch, il n'y avait pas vraiment de points négatifs sur l'un ou l'autre show. Même les matchs qui étaient, entre guillemets, un petit peu en dessous des autres étaient grandement compensés par la présence de la foule. La foule, dans les deux cas, était survoltée. C'était peut-être un peu plus présent à NXT, compte tenu de l'atmosphère intimiste, comme ça, du public, qui est très très proche. D'ailleurs, les plans de caméra, on les voit, hein. Les plans de caméra, ils sont extrêmement serrés pour ne pas montrer, sauf sur les quelques plans où on voit l'entrée, où on voit la vraie taille de la salle. Sinon, on était toujours très 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 zoomé comme ça sur la foule, pour s'éloigner un petit peu du cadre qui est entre guillemets trop petit de la salle. Et ça, ils le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils ont produit le show de cette manière. Mais c'est pas grave, parce que de manière générale, on a deux shows qui sont très différents l'un de l'autre. En termes de booking, NXT, c'était vraiment top, parce qu'il y a eu le retour de Finn Balor, il y a eu le retour de Tommaso Ciampa, donc on a des graines qui ont été plantées pour le futur. Par contre, dans les deux cas, NXT ou AEW, j'ai trouvé que on était plus dans une version d'un petit pay-per-view un peu light, où il n'y avait pas vraiment de direction claire donnée à long terme, ou même pour les semaines suivantes. À la AEW, par exemple, étant donné qu'ils débarquent tout fraîchement à la télé, NXT, ils peuvent bénéficier d'un suivi de la part des fans proches qui vont suivre leur actualité. Moins pour la AEW et le grand public, vu que eux, pour le moment, ils sont dans des grandes salles, donc il faut les remplir. Tant que NXT est à full sail, ils sont sûrs d'avoir 400 personnes, ça c'est pas un problème. Si NXT bouge, comme je l'ai dit avant, là ça va être un autre problème. Combien est-ce qu'ils peuvent mettre de personnes dans ces salles? 1000, 2000, 3000, 5000? Je sais pas. Donc la AEW, il faut quand même remplir ces grandes salles de 5 à 10 000 personnes. J'ai été étonné qu'ils fassent pas un petit peu le forcing sur les prochaines émissions télé sur lesquelles il y a des billets qui sont encore disponibles pour que le public et les téléspectateurs puissent se déplacer à travers le pays pour voir les enregistrements. Un petit peu étonnant. J'ai aussi trouvé que AEW n'a pas assez fait de boulot pour builder leur pay-per-view du 9 novembre, qui arrive dans un mois à peine. Même si au niveau des angles, on a vraiment bien donné les directions, avec la victoire de Cody Rhodes qui va donc affronter Chris Jericho lors du pay-per-view, avec Jon Moxley, l'ancien Dean Ambrose, qui va affronter Kenny Omega lors du pay-per-view aussi. Donc on a nos deux programmes phares du pay-per-view qui ont été bien mis en avant, bien mis en scène dans le show télé, mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque par rapport à la représentation de ces feuds pour l'éventuel achat d'un pay-per-view. Voilà, j'ai un petit manquement à ce niveau-là. Pareil pour NXT, mais NXT, bon voilà, c'est secondaire parce que c'est pas forcément la même audience. D'ailleurs, en termes d'audience, moi je suis un grand fan des chiffres, donc j'attends ça avec grande impatience de voir comment on fait les shows, même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça ne donne aucune réelle indication sur la qualité du produit et l'impact qu'il peut avoir sur le public à moyen et long terme. Sinon, AEW, j'étais un petit peu déçu des pétards. Alors, les pétards au début, là, bon, c'était un petit peu mignon, mais au début, là, quand il y a juste des petites fusées comme ça qui sautent, ça faisait un chouïa cheap quand même. Et sinon, ce que j'ai un petit peu regretté également à la AEW, c'est de ne pas avoir Luchasaurus, Jungle Boy et Orange Cassidy. Pas pour qu'ils catch forcément, parce qu'on peut pas mettre tout le monde sur un show de 2 heures, surtout quand ils sont construits, comme je l'ai dit, comme ça, comme des mini pay-per-view, où il y a plus d'emphase mise sur les combats que sur les interviews, les storylines. Mais je pense que la AEW a cette chance d'avoir une diversité au niveau des personnages avec Luchasaurus, Jungle Boy et Orange Cassidy. Et j'ai trouvé dommage qu'ils n'en fassent pas profiter la foule, ne serait-ce que pour les montrer pendant 1 minute ou 1 minute 30, pendant un angle, une mini-interview, un truc en backstage, peu importe. Ça aurait été cool de voir la palette totale, la profondeur du roster, même si elle n'est pas gigantesque, la profondeur actuelle du roster de la AEW, en montrant des personnages comme ça qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport aux catcheurs qui ont catché aujourd'hui sur le show, enfin hier, et qui sont finalement entre guillemets que des catcheurs, sans vraiment grosse gimmick présente,
à part les deux Mexicains, Pentagon et Phoenix, qui visiblement vont se tirer la bourre avec les SCU pendant un moment ou un autre, dans le tournoi par équipe. Mais ça, c'est... Ce que j'ai regretté aussi, c'est que comment il s'appelle, Phoenix ne parle pas en mexicain, en espagnol. Ça aurait été... Je suis un très grand fan des promos qui sont faites dans une langue étrangère. Je trouve que ça, de nouveau, ça donne une nouvelle dimension, ça apporte de la profondeur au personnage. Et d'ailleurs, j'avais adoré les packages de présentation du match pour le championnat féminin. Donc oui, Rio, qui d'ailleurs est la première championne féminine de la AEW, dans son package de présentation sur les émissions YouTube, elle parlait en japonais, c'était sous-titré, c'était absolument génial. Et comme elle est championne maintenant, j'espère de tout cœur, et ça on nous l'a enlevé à un cheveu, qu'elle puisse de nouveau se faire interviewer en japonais. Donc Rio aussi victoire, j'ai trouvé ça très intelligent. J'avais peur un petit peu qu'il donne le titre à Rose, parce que voilà, déjà j'aurais bien aimé que champion masculin et féminin, il n'y ait pas deux heels, donc au moins là il y a un heel avec Jericho et Rio avec Babyface. C'était un super match underdog, et en termes de réaction de la foule, même si c'était un peu... des fois il y a quelques manquements, parce que Nyla Rose elle est pas super expérimentée, il y avait quelques petits manquements, mais la foule était à fond dedans, et elle a exulté lorsque Rio a gagné le titre. Autre grosse news, l'arrivée de Jack Hager, donc l'ancien Jack Swagger qui est arrivé à la AEW. Je ne sais pas encore si c'est un clan qu'ils vont former avec Jericho, Sammy Guevara, qui c'est qu'il y avait d'autres à la fin, je ne sais même plus. Jack Hager, c'était quoi cette baston? Putain, ça y est, j'ai oublié, bon on s'en fout. D'ailleurs cette baston à la fin était un petit peu longuette. Voilà, on aurait pu arrêter l'émission un peu plus tôt. Mais en tout cas, voilà, il y a eu les rôles ont bien été campés entre les heels et les faces. C'était très intéressant. J'ai bien aimé ça. À NXT aussi, hein, le retour de Ciampa qui tout de suite l'a fait le tour de Adam Cole qui protège sa ceinture. Voilà, le programme il est lancé. Est-ce que le retour de Tommaso Ciampa est un petit peu prématuré? Je sais pas, ça fait même pas 9 mois qu'il s'est fait opérer des cervicales. Est-ce que sa convalescence est déjà terminée ou en passe de l'être? Je sais pas, en général il faut compter une bonne année pour revenir d'une telle blessure, une telle opération. Donc voilà, ça va être intéressant. Et évidemment, Finn Balor qui est de retour à NXT. La foule NXT était... Comment dire? La foule NXT était vachement plus chaude. Mais de nouveau, c'était de la chauderie underground, quoi. Comme la ECW à l'époque, quand ils étaient à la ECW Arena, au Queens, dans les petites salles comme ça. AEW, même si la foule était moins chaude, on était devant un grand produit, je vais pas dire professionnel parce que ça veut dire que NXT ne l'est pas, c'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Au niveau des commentaires, AEW, j'ai trouvé ça très bon. Tony Schiavone était vachement meilleur que ce que je pensais. Jim Ross était un chouïa en deçà, 2-3 fois comme ça, il cherchait un petit peu ses mots, mais c'était un binôme très complémentaire, avec aussi Excalibur qui ramenait son petit grain de sel de manière tout à fait intéressante et pertinente. Pour ce qui est de NXT, pour une fois, parce que ceux qui me suivent savent que je suis pas très fan des commentaires de Mauro Ranallo. Ouais, il crie un petit peu trop. Là, c'était moins présent, je trouve. Par contre, Beth Phoenix, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu là pour, entre guillemets, faire comme la présence de Renee Young sur les autres rosters. On va voir. Pour ceux qui avaient regardé... Ah bah non, j'ai pas parlé de mon... Non, je l'ai mis que sur Twitter, il me semble. J'ai bien aimé le trio de commentateurs de Raw, qui était beaucoup plus agréable que ceux qui étaient là jusqu'à présent, avec notamment Michael Cole qui me sort par les trous de nez. On va voir ce que ça va donner à SmackDown vendredi soir. Mais voilà, beaucoup de choses à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, niveau catch, niveau storyline, il n'y avait pas grand-chose à redire. C'est vrai qu'en termes de schéma et de structure et de rythme de show télé, on n'avait jamais vu ça en fait. Parce que donc Raw, là on va commencer avec l'histoire de Raw qui a commencé le 11 janvier 1993. Raw, et ensuite Nitro, et ensuite SmackDown, et ensuite plus de Nitro, et puis Thunder. Entre temps, le schéma des shows était toujours basé sur des matchs beaucoup plus courts. Et là c'est vrai que aussi en termes de rythme du show, direct, NXT, ils ont annoncé que les 30 premières minutes, il n'y aurait pas de pub.
Et il me semble que, j'ai pas regardé l'heure exactement, mais il me semble que pour Dynamite aussi, la première pub est arrivée au bout de 22 ou 23 minutes à la fin du premier match. Donc c'était aussi un rythme assez nouveau où c'est pas coupé soit par trop de pubs. Alors après ça s'est un petit peu rattrapé au niveau de NXT où il y a eu des matchs où il y a eu 2 pauses pubs, mais il faut bien compenser au bout d'un moment. Et puis voilà, c'était bien, ça donne un côté plus... C'est plus digeste en fait comme show. Ah oui, un truc dont j'ai oublié de parler, au début du show NXT, le package de vidéos, lui par contre il était absolument fabuleux. Ça durait très peu, peut-être 1 minute 15 ce package, mais ça montre bien ce que la AEW n'a pas encore été capable de faire, ni NXT un peu plus tard. Mais au moins ils l'ont fait au début en vidéo, c'est de, entre guillemets, présenter qu'est-ce que c'est NXT. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fans AEW et les fans NXT aujourd'hui, avant qu'ils soient diffusés sur des chaînes nationales, ce sont des fans, entre guillemets, de catch, des fans purs, qui connaissent déjà tout. Mais quand on annonce des matchs pour la semaine suivante ou le prochain pay-per-view, à l'heure actuelle, pas au jour d'aujourd'hui, parce que c'est pas français au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas encore présenté suffisamment les différents protagonistes, les différents personnages, quelles sont leurs histoires, pour que le public lambda qui tombe, entre guillemets, par hasard sur le catch, qui a envie de découvrir ça, soit investi et soit intrigué et comprenne un petit peu ce qu'il attend dans les semaines à venir. On a annoncé des matchs, que ce soit NXT ou à Dynamite, mais pour le moment, on n'a pas envie de les regarder. Tout simplement parce qu'on n'en sait pas plus. C'est des mecs, mais si moi je me mets dans la peau de quelqu'un qui tombe là-dessus pour la première fois, je sais pas qui c'est. Je veux dire Walter Kushida ou... il y a quoi d'autre, Private Party, même s'ils sont apparus très rapidement, je sais pas qui c'est. Donc ça aussi, on en parle très souvent avec Dimitri dans les podcasts. Comment construire les personnages, notamment là en ce moment, il y a les débuts de Chris Benoit qui arrivait il y a... ce qu'on a commenté, qu'on a enregistré dans les semaines à venir, ouais, Chris Benoit, le début de Eddie Guerrero, tout ça. Donc on arrive aussi à faire des petits parallèles entre les différentes époques, voir comment on gère l'arrivée et le développement des personnages. Pour le moment, en une émission, je pense que dans les deux cas, ils auraient pu faire un petit peu moins de catch, raccourcir de 1 ou 2 minutes tous les combats qui en faisaient 10, pour à la fin, avoir 10, 12, voire 15 minutes supplémentaires disponibles pour faire de l'interview, mettre peut-être des packages, développer les personnages, mettre la lumière sur les personnalités de tous ces catcheurs pour donner envie au public de les voir gagner si c'est des babyface ou de les voir perdre si ce sont des heels. Donc dans les deux cas, je dois dire que c'est un bilan tout à fait positif, très positif pour les deux émissions. Ouais, NXT, faut qu'ils partent de Full Sail le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur de booker des salles qui sont trop grandes, parce que je ne pense pas qu'ils vont remplir plus de 5000 personnes, quelle que soit la taille des salles. Donc au moins pour avoir un look global du produit NXT qui montre qu'on est des rivaux à égalité en termes de remplissage de salles par rapport à Dynamite, il ne faut pas qu'ils bougent dans des trop grandes salles. Niveau catch, NXT était peut-être un chouïa meilleur, mais en tout cas l'opener Matt Riddle, Adam Cole, il faut le voir de toute urgence, ce match il était absolument fantastique, la foule pétait les plombs dans tous les sens. C'est le match que j'ai le plus aimé regarder avec, on va dire, la fin du match pour le titre féminin de la AEW. Et puis pour ce qui est de la AEW, qui continue, et puis on verra bien ce que ça donne. On ne peut pas tirer de conclusion aujourd'hui, ça sert à rien de faire des commentaires plus que, je dirais, ce que j'ai déjà fait, de constater. Attendons les chiffres ce soir. On verra, je pense que je vais tweeter un truc un petit peu ce soir ou demain matin si les chiffres tombent un petit peu trop tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre @WrestlingClinic sur Twitter, parce que je mets des trucs dessus que je mets pas forcément sur YouTube, et inversement bien sûr. Donc voilà, oui, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je pense que la AEW a une petite longueur d'avance par rapport à la perception du public lambda qui va voir la AEW comme le produit phare à suivre. Et peut-être que NXT va être plus pour les fans qui ont envie de voir quelque chose d'émergent. Peut-être que je me trompe, mais pour le moment, c'est ma perception. On va voir si ça se vérifie dans les semaines suivantes. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, quels que soient les chiffres, même s'ils sont très importants pour comprendre l'impact à l'instant T des deux produits, on ne peut tirer aucune conclusion. On ne peut pas dire « Ah bah voilà, la AEW est en train de gagner ou NXT est en train de gagner ». Non. Ça, on en discutera à Noël, on en discutera au printemps l'année prochaine. Mais ça va quand même être un indicateur précis de l'état du catch en général aujourd'hui, parce que, je le disais,
en tout début de vidéo, Raw, c'est 5000, 6000 personnes en moyenne. SmackDown, c'est 3000 à 5000 personnes maximum dans les salles. La EW, ça va être à peu près ça, je pense, hein, d'après les ventes de billets. À part peut-être les pay-per-view qui vont se vendre mieux, pour les TV, on va être entre du 5 et 8-10 000. Donc toujours un peu plus que la WWE, mais seulement sur un show par semaine. Faut pas oublier, la WWE doit en remplir 2 par semaine, donc plus de shows, forcément moins de demandes par show. Donc on va voir comment ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est qu'on vient d'embarquer, de mettre le pied dans un des moments les plus historiques de toute l'histoire du catch, et en tout cas de très loin le moment le plus historique depuis les 20 dernières années, qui, je l'espère, va redonner un petit peu ses lettres de noblesse au catch pour le rendre peut-être un produit de nouveau comme ça, populaire dans le sens le plus générique du terme, et que ce soit pas les espèces de purges qu'on a un peu trop souvent sur Raw et SmackDown, et que finalement on ait une alternative viable, plus sportive, plus réaliste, plus ancrée dans la culture moderne du catch et de ce que le public est amené à en attendre. Voilà, le public qui n'aime plus la WWE, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas forcément un transfert du public WWE vers la AEW. NXT, AEW, ce sont peut-être les 2 seuls produits qui peuvent, entre guillemets, presque se concurrencer de manière frontale comme ça. Mais il est certain que le public qui regarde Raw ou SmackDown ne regarde pas la AEW, et le public qui regarde la AEW ne regarde plus Raw et SmackDown ou les pay-per-view WWE. Ça a été démontré à maintes reprises après les pay-per-view Double or Nothing ou All Out, où on a vu des chiffres. J'ai plus les pourcentages, mais c'était vraiment infime, hein. Je veux dire, sur 100 personnes qui ont commandé le pay-per-view AEW, il y en a peut-être que 5 ou 6 qui avaient aussi commandé de la WWE le même mois. Donc les gens qui regardent les 2 produits sont différents. Donc il n'y aura pas de cannibalisation du public. C'est justement ça qui est le plus excitant, c'est que la manne générale de gens qui vont regarder du catch à la télé peut grandir exponentiellement, comme c'était le cas lors de la Monday Night War, où on pensait que les chiffres de Raw allaient être divisés par 2 et que le public allait se diviser entre Raw et Nitro, alors que non, il y a vraiment 2 publics distincts, et c'est ça qui est super intéressant, parce que 2 publics pour 2 produits, ça va être forcément positif. Et je pense que la direction des storylines et de la manière dont les shows sont gérés pour le moment en termes de présentation, au-delà du cadre, des salles et compagnie, on est vraiment dans la... On est bien parti. Et puis voilà, moi je vais vous donner normalement rendez-vous. Allez, je vais essayer de le faire. Je peux pas le dire à 100%, mais samedi, pour le débrief de SmackDown, qui, c'est certain, sera l'émission qui va tout défoncer cette semaine en termes d'audience, en termes de peut-être tout, avec Shane McMahon, Kevin Owens, Le Rock. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brock Lesnar, qui, je pense, je touche du bois, va remporter le titre. Donc SmackDown, je pense, va tout péter sur Fox, parce que voilà, c'est comme ça. Après, SmackDown aussi, hein, le chiffre qui va tomber samedi pour les audiences de vendredi soir, il ne faudra pas trop lire dedans, il faudra attendre Noël ou dans plusieurs mois, voir vraiment comment se développe le produit SmackDown sur Fox, pour le public Fox, qui n'est pas forcément le même que le public USA. Donc voilà, allez, ça y est, ça fait presque une demi-heure de vidéo, j'arrête, commentaires, etc. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao les amis.